une petite présentation des différents conférencières. Alors, Dr Boulanger a terminé sa résidence en psychiatrie en 2016 à l'Université de Montréal et a complété une formation complémentaire en 2017 à l'Université McGill. Elle travaille depuis à l'hôpital Sacré-Cœur. Au PAP, à l'hôpital en santé mentale. OK, oui, c'est ça. Généralement, excuse-moi, généralement, on est je vois plus PAP, là, au programme des maladies affectives. Elle œuvre comme co-responsable locale de la résidence au CIUS du Nord depuis 1 an avec Dr Brunel. Alors, Dr Brunel a terminé sa résidence en psychiatrie à l'Université de Montréal en 2011 et a complété une formation complémentaire en gérontopsychiatrie à l'Université de Californie à San Diego. Après avoir travaillé à temps partagé aux troubles psychotiques, elle se concentre depuis plusieurs années à temps complet en gérontopsychiatrie. Elle partage depuis 1 an la responsabilité locale de la résidence en psychiatrie avec Dr Boulanger. Alors, un énorme merci à vous deux de faire la présentation d'aujourd'hui. Alors, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on s'est dit en tant que co-responsable local de la résidence qu'on allait faire un petit crash course CPC. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Par contre, je tiens à dire que vraiment l'ensemble des informations retrouvées sont vraiment issus du site principalement du Collège Royal, des sections sur la CPC et aussi du programme de psychiatrie de l'Université de Montréal sur Studium. Là. Donc, j'ai rien inventé là, et je me suis inspirée très grandement de ce qu'ils nous offrent comme information. Les objectifs, c'est vraiment de comprendre en quoi ça consiste le mode d'évaluation par la CPC, de découvrir un peu c'est quoi les avantages de la CPC, puis d'en dédramatiser l'application au quotidien. Voilà pour le plan. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Dr Boulanger qui a décidé de vous dégourdir avec un petit quiz, un petit pré-test. Oui, on sait que le contenu de la présentation peut être un peu aride pour certains. Donc, on voulait tester vos connaissances de manière ludique. Donc, je vais lancer un petit sondage à l'instant via Zoom. Donc, on a 3 questions pour tester aujourd'hui vos connaissances. La première question, que signifie CPC? Concept pédagogique clé, conception par compétence, compétence par conception ou compétence psychiatrique confiable? On vous invite bien sûr à répondre. On va continuer avec la deuxième question. Que signifie APC? Apprentissage par compétence, apprentissage par conception, activité professionnelle confiable ou activité psychiatrique continue. Troisième question, la date de la mise en place de la CPC. Donc, je vois tranquillement les gens répondre. Je vais vous laisser quelques minutes pour placer vos idées. Votre mise en action, c'était pour la psychiatrie, j'imagine? Oui, tout à fait, pour la psychiatrie générale, pour la troisième question. Très bon point de ton côté. On voit que quelqu'un s'y connaît dans l'auditoire. Donc, on est à... Donc, il manque encore quelques participants. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. J'aurais aimé voir s'il y a une différence entre les résidents et les patrons. J'imagine que oui dans les réponses. Donc, on y va. Donc, que signifie CPC? Donc, on a une majorité qui a eu la bonne réponse. C'est compétence par conception. Que signifie APC? Encore une fois, on a 60 de bonnes réponses, donc activité professionnelle confiable. Et, c'est plus chaud pour la troisième. Donc, quand est-ce que la CPC a été mise en place en psychiatrie? Donc, la lutte est chaude entre B et C. On vous dévoilera le punch dans la présentation. Attendez. Oh. Est-ce que vous aviez les résultats? Okay. Est-ce que oui, vous les voyez? Parfait. Donc,
Voilà. Donc, on va revenir aux réponses plus précisément pendant la présentation. Donc, qu'est-ce que la CPC? Hein? Comme on l'a dit, c'est vraiment c'est un changement dans l'approche d'évaluation. C'est vraiment une initiative d'envergure qui vise à réformer la formation des médecins spécialistes au Québec, au Canada en fait. Ça s'inscrit dans une mouvance mondiale nommée approche par compétences en formation médicale. Les objectifs, c'est vraiment de s'assurer que les médecins possèdent des compétences requises pour répondre aux besoins de la population locale en matière de santé, pour offrir des meilleurs soins aux patients en améliorant l'apprentissage et l'évaluation durant la résidence, mais aussi un peu leur formation continue tout au long de leur pratique. C'est vraiment un modèle hybride, la CPC, entre l'approche par compétences, mais qui est adapté au système canadien de formation médicale. Ça combine d'une part la durée et les résultats de l'apprentissage. Hein, donc, ça s'effectue dans un programme de résidence qui demeure structuré, mais plus souple, qui se dote de 5 composantes principales. Et les compétences requises sont regroupées et structurées dans un ordre progressif. Hein, la mise en évidence de la progression, c'est la base du programme. Donc, les expériences d'apprentissage sont vraiment conçues pour acquérir les connaissances, puis notre enseignement doit être axé sur une approche par compétences puis un mode d'évaluation programmatique. Donc, antérieurement, on avait un programme de résidence qui était très strict. Hein? On disait une résidence en psychiatrie, par exemple, si on prend le modèle de la psychiatrie, c'est 5 ans, puis on doit faire tant de périodes de stage là-dedans, tant. On se fiait un peu sur l'idée que à force de faire quelque chose, on devenait bon. Tu as une expérience, puis ça te prend tant de temps pour devenir compétent là-dedans. Mais il y a des constats qui se sont imposés. On s'est rendu compte qu'on avait des diplômés, des diplômes qui étaient accordés malgré des lacunes au niveau de leur savoir puis de la préparation à l'exercice de la profession. Puis que nos méthodes d'évaluation et de rétroaction étaient peu efficaces pour corriger ça. Hein, on a tous eu des résidents R5. Je prendrai mon exemple d'avoir fait une garde avec une résidente 5, c'était sa dernière garde de sa résidence, puis je me suis dit, my God, la semaine prochaine, elle pourrait faire une garde toute seule, puis je ne sais pas comment elle va réussir. Donc, la CPC vient un peu essayer de voir comment on peut amener le résident à progresser pour s'assurer qu'on ne fasse pas ce constat-là à la fin de sa résidence. Hein, on se rendait compte que les résidents n'assignaient pas nécessairement clairement les objectifs de leur programme, puis il manquait de temps pour de pratiques cliniques pendant la préparation aux examens. Il y avait de la difficulté aussi à déterminer quelles compétences étaient à privilégier, qu'est-ce qui allait être le plus utile pour eux dans leur future pratique clinique. Donc, on a donc fait le changement pour permettre aux éducateurs et aux apprenants de déterminer c'est quoi les compétences qui vont être utiles à cette étape-là de leur formation ou de leur pratique, et pour pouvoir mettre en place un plan et suivre un plan clair pour acquérir ces compétences-là. On va donc ajuster l'apprentissage selon les besoins de l'apprenant, puis les aptitudes de chacun, et suivre ses progrès. Hein, si quelqu'un est très, très bon dans quelque chose, on ne passera pas nécessairement des mois à continuer de lui apprendre. On va tout de suite passer à une autre étape ou à une autre compétence dans laquelle l'apprenant, le résident, a plus de difficultés. On va cerner les domaines pour lesquels, ils ont des lacunes ou ils ont besoin de travail, puis on va prendre les mesures pour y remédier. Hein? Et donc, ça va nous permettre de déterminer un peu quand et comment on incorpore des nouvelles compétences. Ça, donc, c'est un peu l'organigramme qu'ANMED, mais revisité dans le cadre de la compétence par conception. Hein? Donc, c'est un peu qu'est-ce qui arrive dans le parcours d'un résident. Hein? Il entre dans sa résidence. Après ça, on a les étapes de la CPC. Hein? Donc, la progression vers la discipline, l'acquisition des fondements de la discipline, la maîtrise de la discipline. Donc, ça, c'est les 3 premières étapes. Après ça, le résident va passer ses examens. Donc, il va faire ses examens du Collège royal, mais il n'aura pas terminé sa formation en psychiatrie. Il va lui rester
une étape avant sa diplomation qui va être la transition vers la pratique. Donc, maintenant, les derniers mois de la résidence, on ne va pas se passer dans une phobie des examens, puis on ne verra pas nos résidents. Les derniers mois de la résidence vont être vraiment axés sur, bon, maintenant que tu as appris ce que ça te prenait pour passer tes examens, comment est-ce que tu vas transitionner vers ta pratique? C'est quoi, dans le fond, être patron, être autonome? Après ça, notre apprentissage continue et on espère que les bonnes compétences, les bonnes habitudes qu'on a acquises donc avec la compétence par conception vont se poursuivre et on va les utiliser pour notre développement professionnel continu jusqu'à finalement terminer notre pratique psychiatrique. Donc, les avantages à CPC, c'est vraiment donc clarifier les attentes en matière d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on attend du résident à cette étape-là de sa formation? Hein? On va aussi structurer des occasions de rétroaction, de coaching pour en faire vraiment la base de nos interventions puis de notre travail en tant que patron, en tant que superviseur. Il y a un contrôle accru sur l'apprentissage personnel. Hein. Le résident va un peu prendre le leadership de lui, qu'est-ce qu'il a à apprendre, en quoi il est bon, en quoi il est moins bon, puis vers quoi il se destine, qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille plus. Par exemple, moi, je suis gérontopsychiatre. Ben, c'était peut-être moins important pour moi de bien travailler mes compétences en pédopsychiatrie et peut-être que j'avais plus à travailler pendant ma résidence, mes aptitudes au niveau de l'évaluation cognitive, de l'examen neurologique, etc. On va essayer aussi justement d'éviter d'avoir des absences dans les lacunes d'apprentissage, hein, de s'assurer que, dans le fond, tout au long du parcours, là, dès qu'on cible une lacune, on va pouvoir la travailler et on va promouvoir le recours à la rétroaction pour l'apprentissage à vie. Donc, garder un peu cette habitude-là de se baser un peu sur la rétroaction que les gens vont me donner puis être capable d'en donner aux gens. Quelles sont les différentes étapes? Donc, je vous les ai nommées tantôt. À l'université, donc, le Collège Royal nous donne quand même un ordre de grandeur, une échelle pour combien de temps on devrait consacrer à chaque étape de la CPC. Donc, la première, c'est la progression à la discipline, hein, où on se familiarise un peu avec la psychiatrie. Le Collège Royal recommande de 1 à 3 mois. À l'Université de Montréal, on a décidé de faire ça pour 3 périodes. L'acquisition des fondements de la discipline, donc ça, c'est une grosse étape. C'est entre 20 à 23 mois. À l'Université de Montréal, on a décidé de faire ça 24 périodes. La maîtrise de la discipline, 23 à 26 mois. À l'Université de Montréal, on a décidé de consacrer 26 périodes. On se rappelle que des mois, des périodes, c'est un petit peu différent. Il y a un petit peu moins de jours dans une période que dans un mois, ce qui fait qu'on arrive dans les temps partout. Et la transition vers la pratique, donc, c'est 10 à 14 mois. À l'Université de Montréal, c'est 13 périodes. Il faut savoir pour les résidents qui font des surspécialités de gérontopsychiatrie, pédopsychiatrie et psychiatrie légale, donc qui se font en ce moment là, à chevauchement entre la psychiatrie générale et la psychiatrie, la surspécialité, là, avec une année dans le R5 de psychiatrie générale et une dans le R6, ben, cette étape-là, transition vers la pratique, va comme être escamotée parce qu'on entre dès le R5, on va entrer dans la progression vers la discipline de la surspécialité et on va avoir quelques périodes à la fin de transition vers la pratique qu'on va faire au sein de notre formation de surspécialité. Donc, la progression vers la discipline, vraiment, les objectifs, c'est de recevoir une orientation, une présentation du programme, réaliser des entrevues psychiatriques de faible complexité et formuler ses impressions et diagnostics préliminaires. Donc, c'est vraiment ça les objectifs qu'on va cibler, les compétences, en fait, qu'on va cibler dans cette étape-là. L'acquisition des fondements de la discipline, un gros bloc. Là, on va apprendre à prendre en charge les situations médicales rencontrées en psychiatrie. On va évaluer selon l'approche biopsychosociale. On va être capable d'établir un diagnostic différentiel de base, d'établir un plan prise en charge pour les cas de complexité faible ou moyenne, d'établir un plan de sécurité en fonction du risque et d'effectuer des évaluations critiques de la littérature. Donc, ça, c'est les compétences qu'on cible pour cette étape-là.
La maîtrise de la discipline, donc notre dernière étape avant les examens, les compétences ciblées, c'est de procéder à une prise en charge complète des patients atteints de tout trouble psychiatrique à toute étape de la vie et dans différents contextes de soins. On va intégrer les compétences en psychothérapie, en neurostimulation et en psychopharmacologie. On va développer nos compétences en enseignement auprès des autres professionnels, des externes, etc. Et on va être bien familier avec les principes juridiques pertinents à la pratique clinique. Là, on passe nos examens et arrive notre dernière période où là, on va développer nos compétences comme consultant débutant. Donc, les aspects cliniques, administratifs, d'organisation de la pratique. On va apprendre on va être compétent à superviser des stagiaires et on va planifier notre pratique future. Donc, vous voyez, même moi, qui mijote dans ce jeu-là depuis un bout, vous voyez l'effort que je dois faire pour vraiment changer mon vocabulaire. On n'est plus, on n'apprend plus, on ne se fait plus imposer des connaissances, on devient vraiment compétent. Donc, on vise la compétence. C'est beau de savoir des choses, mais il faut savoir aussi les utiliser adéquatement. Ça, c'est juste un screenshot un peu là, de voir là, toutes les informations que je vous dis sont disponibles de façon ultra détaillée sur le site du Collège Royal. Je vais vous donner les liens à la fin. Pour ceux qui sont membres du Collège Royal, c'est parce que je n'étais pas claire légalement là, si j'avais le droit de vous les envoyer ou pas. Peut-être je pourrais voir avec Maria, là, parce que c'est quand même marqué ne peut pas être distribué, etc. Là, mais vous pouvez vous inscrire. Ils vont vous envoyer par courriel toutes les informations inhérentes à votre discipline, donc la description de tous les APC, la progression de la description de toutes les étapes. Donc, vous pouvez aller vous familiariser aussi, puis ça se retrouve probablement aussi sur le site de l'Université de Montréal. Donc, ça, c'est vraiment des objectifs vraiment très détaillés. Donc, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, la description de tous ces objectifs-là. Et on les a aussi sous terme de jalons parce qu'on ne s'est pas débarrassé de nos jalons CANMED. Ça reste pertinent tout ça. Donc, un peu comment nos jalons aussi s'inscrivent à travers les étapes. Je vais céder la parole à Dr. Boulanger pour qu'elle nous explique concrètement qu'est-ce que ça a changé sur nos grilles de stage. Parce qu'on était habitués depuis un bon bout de temps d'avoir des résidents de telle année de résidence pendant telle période chez nous. Puis là, bien, ceux qui reçoivent habituellement des R2, maintenant des R1, vous avez vu quand même que ça a entraîné pas mal de bousculements là, dans nos horaires de supervision. Oui, donc avant de vous présenter nos grilles de stage, je voulais vous faire une petite mise en contexte en vous rappelant que les premières disciplines qui ont adopté la CPC sont l'ORL puis l'anesthésiologie en 2017. Donc, depuis ce temps-là, il y a plusieurs vagues d'implantation de la CPC dans les différentes spécialités médicales selon un calendrier préétabli. Donc, pour la psychiatrie générale, c'est depuis juillet 2020 qu'on a mis en place la CPC. Donc, nos résidents 2 actuels sont vraiment notre première cohorte CPC. Les résidents 1 qui viennent tout juste de commencer avec nous sont la deuxième cohorte. Pour la psychiatrie légale, la gérontopsie, la pédopsie, ça vient d'être mis en place tout récemment, là, donc en juillet dernier, en 2021. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le Collège Royal confère quand même une certaine flexibilité pour que chaque programme donne un peu sa couleur au curriculum. Donc, si vous avez peut-être participé à l'automne 2019 puis 2020 aux journées retraites qui ont été lancées par le programme à l'Université de Montréal pour justement qu'on puisse réfléchir à comment on voulait, nous, à l'université, implanter la CPC concrètement. Puis, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu le fruit de toutes ces réflexions-là qu'on a mises en commun, puis vous comprendrez que ça va être appelé à évoluer énormément. Donc, on va s'adapter, on va obtenir la rétroaction des apprenants, des superviseurs pour tranquillement forger notre programme. Donc, je me lance à vous montrer des exemples vraiment de nos grilles de stage. Donc, on y va. Première étape, comme on a mentionné tantôt, progression vers la discipline. Donc, c'est au début du R1. À l'Université de Montréal, on a choisi d'offrir 3 périodes. L'an passé, c'était 2. Maintenant, on est rendu à 3 périodes où les résidents vont vraiment être dans les milieux de psychiatrie adulte. Pendant ces 3 périodes-là,
ils vont pouvoir déjà compléter des APC, donc Dr. Brunel va vous parler tantôt. Puis, vous remarquerez aussi qu'ils ont un bloc de cours intensif de 2 semaines en juillet. Puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir notamment compléter leur ACLS, puis avoir leur formation Oméga. Ensuite, on bascule déjà dans la deuxième étape de la CPC, l'acquisition des fondements de la discipline, qui s'étale sur 24 périodes. Donc, il va chevaucher à la fois le R1 et le R2. Donc, les résidents 1 vont devoir compléter 7 stages obligatoires en neuro, en médecine interne, en médecine d'urgence, en médecine des toxicos, une période de stage de nuit, puis un stage d'urgence psychiatrique. Par la suite, les résidents vont terminer leur R1 en ayant l'occasion d'avoir 3 périodes de stage à option. Ils vont pouvoir alors soit compléter des stages d'introduction à la recherche ou encore aller compléter d'autres spécialités comme la gériatrie, la pédiatrie ou les soins palliatifs, par exemple. Pendant ces périodes-là, de la P4 à la P13, on va faire l'enseignement formel comme c'était le cas classiquement avant, donc la fameuse journée du mercredi. Ça va permettre aux résidents de se retrouver un peu ensemble parce qu'à cette étape-ci, ils sont souvent dispersés dans plein de milieux, notamment des milieux non psychiatriques. Donc, ça leur permet d'avoir déjà un contact avec leur cohorte puis avec déjà des psychiatres qui vont leur offrir des cours. Ensuite, le R2. Donc, les résidents, donc on est toujours en acquisition des fondements de la discipline. Les résidents vont encore être, comme c'était toujours le cas avant, avec un milieu d'attache pour leur année de psychiatrie générale. Par contre, la particularité, c'est que les R2 ont maintenant des stages à option, ce qui n'était pas le cas avant. Ces stages à option-là, si je vous montre la grille qui est en vigueur cette année pour nos R2 actuels, se déroulent entre la P9 et la P13. Et pour ces stages-là, les résidents n'ont pas besoin d'être dans leur milieu d'attache. C'est donc dire que nos R2 actuels au PAP vont possiblement quitter entre P9 et P13 dans d'autres milieux pour compléter leur stage optionnel. Vous comprenez que comme on a ces nouveaux stages à option-là, qui doivent obligatoirement être à la fin de l'année, donc entre P9 et P13, bien, ça vient condenser quand même beaucoup les stages classiques de psychiatrie générale dans notre milieu, qui vont devoir maintenant se dérouler là, entre la P1 et la P8. Et l'autre particularité, c'est que les résidents doivent aussi être exposés obligatoirement à 2 périodes, l'équivalent de 2 périodes à temps complet d'urgence psychiatrique. Donc, ça, c'est une recommandation du Collège royal. Donc, à quelque part, entre la P1 et la P8, chaque résident doit faire de l'urgence, ce qui fait qu'au final, ça fait environ 6 périodes pour que les résidents fassent leur rotation dans les différents services au PAP. Donc, on a usé un petit peu de créativité, puis c'est pour ça que vous avez peut-être noté, ceux qui travaillent habituellement avec des R2, que vous avez eu l'occasion de moins souvent les côtoyer, puis qui ne vont pas nécessairement faire tous les services comme avant. Par contre, les stages à option vont leur permettre quand même d'aller compléter certaines expertises. Donc, il y a certains résidents qui n'auront pas fait, par exemple, les soins intensifs durant leur stage de R2 psychiatrie générale, mais qui vont peut-être l'avoir choisi en option. Donc, à ce moment-là, ça peut être assez intéressant. On vous a beaucoup sollicité pour les fameux stages à option. Vous envoyez ici l'importance, c'est que maintenant, les R2 peuvent y participer. Donc, on voulait être certain que si vous étiez intéressé, disponible, vous puissiez être sélectionné par les résidents pour qu'il y ait une exposition intéressante durant leur R2. Puis aussi, parce qu'habituellement, ça se faisait plutôt informellement quand on voulait un stage à option. On contactait la responsable de l'enseignement ou carrément le patron directement, alors que maintenant, on a vraiment centralisé la procédure pour choisir les stages à option. Il y a vraiment des dates butoirs. Et il y a vraiment un catalogue de stages qui est centralisé au niveau du programme. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous remettiez votre description, votre offre de stage, parce que les résidents vont vraiment se fier à ce catalogue-là pour pouvoir appliquer. Donc, ça, c'est la vue du R2 cette année. Comme je vous disais, on apprend à s'adapter au fur et à mesure. Et justement, pour la cohorte de l'année prochaine, il y a déjà un changement, c'est-à-dire que les stages à option de 5 périodes vont passer à 3 périodes, P11, P12, P13, justement parce qu'on se disait que faire des stages possiblement très spécialisés dans une étape où on est supposé acquérir vraiment les fondements de la discipline, c'était peut-être pas l'idéal. Donc, c'est déjà une adaptation qu'on a faite.
Par contre, plusieurs trouvaient ça intéressant de garder des stages à option dans leur R2 parce que ça pouvait vraiment les guider dans leur cheminement de carrière, à savoir s'il y avait des choix plus précoces à faire. Par exemple, si finalement quelqu'un se découvrait vraiment un intérêt pour la gérontopsychiatrie, peut-être que ça allait influencer les choix pour plus tard. Les résidents, ils peuvent vraiment faire n'importe quel stage là, qui les intéresse entre P11 à P13, mais ils pourraient aussi décider d'avancer des stages obligatoires du seniorat. Comme ça, plus tard, R4, R5, on aura peut-être plus de latitude pour aller explorer des champs plus spécifiques. L'autre grande particularité, c'est qu'on a décidé, en fait, c'est que le Collège royal voulait vraiment s'assurer d'une exposition longitudinale à des cas psychiatriques pour nos résidents. Et la manière d'implanter ça pour nous, l'Université de Montréal, ça a été de faire une clinique du résident, comme on voit là, dans les unités de médecine familiale. Puis, cette clinique du résident-là, donc, vient tout juste de débuter là, en juillet dernier, puis elle va s'échelonner pendant le R2 et le R3, donc vraiment sur 2 années complètes. Et une journée par semaine. Même pendant les stages à option, cette clinique du résident-là va continuer. Au CIUS du Nord, on a décidé que la clinique du résident pendant le R2 se ferait le mardi, parce qu'habituellement, les superviseurs sont plutôt disponibles le mardi versus le mercredi. L'ancienne journée classique des libérations, souvent, est plus réservée pour venir dans les unités d'hospitalisation. Puis, justement, on se disait que ça dégagerait les résidents pour qu'ils soient présents en milieu de semaine, à l'interne. C'est souvent un moment charnière, donc ça va leur permettre d'être présents. Donc, je pense que ça, c'était un stress que beaucoup de résidents et patrons avaient de voir que les résidents venaient à l'interne juste le lundi, juste le vendredi. Fait que ça, c'est vraiment une bonification. Puis la raison aussi pour laquelle on est capable de faire ça, c'est que les fameux cours du mercredi n'auront plus lieu une fois que les résidents sont R2 parce que maintenant, ça va plutôt être des blocs de cours intensifs d'environ 2-3 semaines, 4 fois par année. Donc, vous le voyez en rouge, là, les blocs de cours. Donc, on gagne de l'exposition au milieu de stage. Je vais vous présenter quand même sommairement ce qui est prévu pour le R3, R4, R5, mais ce n'est pas final parce qu'on n'a pas encore commencé avec ces cohortes-là, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Donc, quand on arrive en R3, on est dans la 3e étape de CPC, qui est la maîtrise de la discipline. On conserve une exposition en pédopsychiatrie et en gérontopsychiatrie. Par contre, la durée des stages de pédo-géronto est peut-être appelée à diminuer. Il y a toutes sortes de réflexions à ce niveau-là. La clinique du résident se poursuit et elle va se poursuivre dans le milieu d'attache du R2. Donc, nos résidents 2 actuels, si par exemple ils quittent en gérontopsie au CHUM, vont quand même revenir une journée par semaine dans notre milieu, continuer leur clinique du résident. On a décidé pendant le R3, par contre, que la journée devienne justement le mercredi pendant le R3 pour que ça soit vraiment uniforme avec tous les autres milieux, qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire. Ensuite, les cours continuent en bloc intensif, donc le mercredi demeure dégagé. On a un commentaire de Dr. Pelletier qui dit que c'est celui qui est approuvé par le programme de l'UDM. C'est encore ça, ça veut dire qu'il n'est pas changé encore. Il n'est pas changé encore, c'est bon. Ensuite, pour le R4, on continue en maîtrise de la discipline. Donc, on va dans des stages plus spécialisés, dont certains sont obligatoires. Par exemple, vous voyez, consultation liaison, un minimum de 3 périodes. S'il y a des résidents qui avaient déjà avancé certains stages obligatoires durant leur fin de R2, mais à ce moment-là, ils auront plus de flexibilité pour d'autres stages. À ce moment-là, on pense reprendre un enseignement plus formel le mercredi matin qui serait complété dans l'après-midi par une expérience ou une exposition plus longitudinale qui va rester à définir, mais notamment, on aimerait peut-être reprendre une exposition, une possibilité où que les résidents puissent s'impliquer en psychothérapie. Donc, vous avez vu que dans le R2 à R3, il n'y a plus la fameuse demi-journée libérée spécifiquement pour la psychothérapie parce qu'on veut qu'elle soit vraiment incorporée, intégrée à la clinique du résident, puis que ça reflète le plus possible notre pratique aussi quand on est psychiatre. Par contre, dans le R4, il va falloir qu'on réfléchisse à une manière de permettre aux résidents de continuer à pouvoir pratiquer, développer leurs compétences de psychothérapie.
et le R5. Donc là, je vous rappelle que quand ils sont rendus R5, ils viennent d'avoir complété leur examen du Collège Royal au printemps de leur R4, mais ils continuent leur formation avec là l'idée de pouvoir le plus possible les impliquer au plan clinique, mais aussi au niveau administratif, au niveau académique. Donc, par exemple, de les intégrer dans les réunions de département, dans les activités d'évaluation de l'acte. Donc, on veut vraiment que leurs compétences se transposent vraiment à un autre niveau dans leur pratique. On pense garder des blocs de cours plutôt intensifs. Et une idée qui avait été lancée aussi dans les journées retraite, c'est qu'ils puissent peut-être s'impliquer comme superviseurs dans les cliniques de résidents des R2, R3. Donc ça peut être assez intéressant et stimulant aussi. Donc ça sera à définir parce qu'on a encore quelques années avant de se rendre à cette cohorte-là. Donc, c'est ça, c'est un portrait général. Ça vous donne une idée. Si vous avez des questions à la fin, bien sûr, me les poser. Puis je repasse la balle à Dr. Prunel. Donc, qu'est-ce que ça implique pour vous en tant qu'évaluateur? En CPC, on utilise beaucoup le mot coach. Hein? Justement, on essaie de sortir du mode d'évaluation pour vraiment, on n'est pas là pour noter le résident, on est là vraiment pour l'aider à progresser, identifier ses lacunes, les travailler avec lui comme un coach. Hein? Donc, on passe une relation qui est sanctionnelle, basée sur la note, pour celui aidant. Hein, et c'est plus le patron de stage qui est déterminant dans la réussite du résident. Hein, avant, on avait nos évaluations métis, puis là, si on mettait des inférieurs, ben là, tu sais, trop d'inférieurs ou des insuffisants, ben là, le résident coulait, puis là, on se sentait mal. Puis des fois, ce qu'on se rendait compte, c'est que ça empêchait justement les patrons de mettre des notes inférieures ou de faire des commentaires négatifs avec la peur, dans le fond, que ça entraîne des conséquences négatives pour le résident ou aussi juste la difficulté à faire une rétroaction négative quand on sait ce que ça implique pour le résident. Donc, on veut vraiment distinguer ces deux éléments-là pour que le patron se sente à l'aise de des fois faire des commentaires plus négatifs par rapport aux lacunes du résident dans le but de l'aider à progresser. Et il va y avoir un comité par compétence qui va lui recevoir toutes les évaluations, tous les APC et les évaluations métis que pour l'instant, vous continuez à faire pour déterminer si sur la base de ça, le résident a rencontré les objectifs de son étape et peut passer à une autre étape. Donc, dans les faits, ce que ça implique, c'est que le patron, les superviseurs principaux vont pour l'instant continuer de recevoir une évaluation métis parce qu'on veut s'assurer que l'Université de Montréal a choisi de poursuivre avec ce mode d'évaluation-là, au moins temporairement, pour être sûr que tout le monde est à l'aise avec la CPC, avec la complétion des APC, puis qu'on ne passe pas à côté de rien dans le cheminement d'un résident. Peut-être qu'éventuellement, ça sera mis de côté. Donc, le comité va évaluer tous les APC et les liens métis que les patrons principaux vont recevoir, mais n'importe quel patron qui a superviseur résident peut compléter un APC. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé là, avec des R1 là, sur une garde, ils m'ont dit, j'ai un APC à faire, est-ce qu'on peut en faire un? Et ils me l'envoient. Donc, n'importe qui évalue un résident peut décider avec ce résident-là d'avoir une occasion d'apprentissage et de faire une rétroaction. Donc, le mode d'évaluation principal en CPC, c'est un APC, donc l'activité professionnelle confiable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, c'est un format d'évaluation et d'acquisition des compétences qui évalue, dans le fond, la maîtrise des jalons pertinents au programme de résidence. Donc, on peut cibler, chaque APC va cibler, dans le fond, différentes compétences de la pratique. Ça peut être l'entrevue, ça peut être la discuter d'un cas, ça peut être notre formulation, ça peut être animer une réunion, etc., etc. C'est spécifique donc à chaque spécialité, puis à chaque étape de la CPC. Donc, vous voyez, il y a des APC, il y a différents APC là, selon les étapes. Encore là, ils sont disponibles sur le site du Collège Royal. Il y en a qui sont à compléter pendant les stages
médicaux non psychiatriques. Il y en a qui sont à compléter pour les premières étapes. Donc, on en a différentes. Les résidents sont assez à l'aise, donc savent quels APC ils ont à remplir. Donc, vous, dans un monde idéal, vous vous familiarisez avec la plupart des APC que vous pourriez rencontrer, mais sinon, vous pouvez aussi très bien, là, le résident est responsable de sa progression. Donc, vous pouvez dire à un résident, où tu en es dans tes APC, en aurais-tu à travailler? Et puis, eux peuvent déterminer, cibler un peu quel APC là, est prioritaire pour eux. Hein? Donc, par exemple, là, pendant la première étape, on a l'APC, obtention des antécédents psychiatriques pour orienter l'impression diagnostique préliminaire des patients présentant des troubles mentaux. Donc là, ça en prend un certain nombre pour le réussir. Donc, ils doivent en colliger un certain nombre. Ça peut être fait, certains peuvent être faits sur la garde dans leur stage plus obligatoire. Donc, les APC peuvent aussi donner lieu à, peuvent être faits dans le cadre d'une observation directe ou indirecte, dépendant de chacun. Donc, chaque APC évalue plusieurs jalons en fonction des compétences qu'elle mène. Et comme je vous dis, on peut cibler un APC dans son entier ou une partie. Et dans le fond, ça nous permet un peu de voir quels sont les domaines où le résident est hyper compétent, puis quels domaines doivent être travaillés un petit peu plus. Alors, en quoi ça consiste vraiment ce processus-là? Dans le fond, on détermine les besoins de l'apprenant, puis ça appartient à l'apprenant, mais c'est aussi un peu notre rôle en tant que superviseur là, de l'aider des fois à évaluer. Parce que des fois, on pense qu'on est super bon dans quelque chose, on n'est pas bon. Des fois, on doute tout le temps de nous, puis on est super bon aussi. Fait que c'est un peu notre rôle de coach, de l'aider à cibler ça. Après, c'est de cibler des occasions d'apprentissage. Donc, dans un monde idéal, on ne devrait pas, à la fin d'une super bonne entrevue, dire au résident, as-tu le goût que ça soit un APC? Parce que là, c'est bon, c'est facile, on sait qu'on va y faire une bonne rétroaction. Ou à l'inverse, une entrevue particulièrement difficile et dire, bien là, je pense que ça sera un APC. Dans un monde idéal, on devrait déterminer l'APC avant de le faire. Aujourd'hui, quel APC tu as à faire, mon homme, ma fille? Donc, sur quoi tu as besoin de te concentrer, voir aussi ce qui fonctionne dans votre horaire. Si c'est une journée hyper chargée, peut-être que ce n'est pas le temps pour vous de proposer à un résident de faire un APC qui évalue son entrevue. Peut-être que vous pouvez vous contenter de faire un APC sur sa note ou sur le résumé qu'il va vous faire d'un cas. Après ça, on observe, donc on évalue, on observe directement ou indirectement là, ce que le résident a fait. Après ça, on fait une rétroaction ou notre coaching. On regarde ce qui a bien été, ce qui est à travailler, puis comment on peut le travailler, et on complète le formulaire en ligne. On parle de l'acronyme RAOCD. Je ne sais pas exactement là, si ça appelait à quelque chose en anglais pour eux, là, mais dans le fond, pour établir un rapport pédagogique avec le résident, entre le résident et le clinicien, une alliance, un partenariat éducatif. Après ça, on détermine les attentes du résident. C'est quoi ses objectifs d'apprentissage? On l'observe de façon directe ou indirecte. On offre le coaching pour qu'il s'améliore, donc notre rétroaction, puis on documente. Donc, ça, c'est l'acronyme qui devrait, selon le Collège Royal, vous aider à vous en rappeler. Je l'ai mis parce que ça revient beaucoup. Donc, on peut faire, comme je disais, un coaching direct ou un coaching en continu. Quand on parle de coaching en continu, c'est qu'on dit que les résidents doivent faire l'objet de multiples observations. On peut faire l'objet de multiples observations de faits d'incidence dans le cadre d'activités cliniques. Hein? Ça n'a pas besoin d'être tout le temps une grosse affaire. L'idée, c'est d'avoir un plan, dans le fond, éducatif, puis de s'assurer qu'on offre en continu des occasions pour évaluer la progression du résident. Hein? Une rétroaction, on dit que ça doit être utile, opportune et concrète. Hein? On fait une rétroaction pour aider le résident à progresser. Pas besoin de faire une longue rétroaction sur à quel point il a bien fait quelque chose. Si dans les faits, il l'a déjà maîtrisé. Bon, on dit c'est beau, c'est fait. Maintenant, on cible qu'est-ce qu'on fait pour progresser. Donc, on utilise notre temps judicieusement pour aller là où c'est le plus payant pour la progression du résident.
Et on se base aussi un peu sur une échelle de confiance. Donc, vous allez le voir, on va regarder ensemble comment on remplit un APC. Dans le fond, l'idée, c'est de voir ce qu'ils vont nous demander, le Collège royal, c'est de déterminer jusqu'à quel point on serait confortable à laisser le résident faire. Hein? Est-ce que, dans le fond, on était tellement pas... le résident est tellement au début de son apprentissage que vous avez dû le faire pour lui? Est-ce que vous avez dû être là tout le temps parce que vous n'étiez pas trop à l'aise à savoir s'il allait faire ça tout le temps? Est-ce que vous avez dû le guider un peu? En grosso modo, il faisait ça bien, mais vous avez dû le guider un peu pour s'assurer qu'il n'oublie rien, ou vous n'aviez même pas besoin d'être là, il aurait pu le faire tout seul, vous lui faisiez confiance les yeux fermés. Hein? Donc, c'est un peu ça. La description de l'échelle de confiance pour eux, c'est j'ai dû le faire, j'ai dû lui expliquer, j'ai dû le guider des fois, je devais être présent au cas où je n'avais pas besoin pantoute. Même si un résident, vous n'aviez pas besoin d'être présent du tout, rien n'empêche que il peut quand même continuer de s'améliorer parce qu'on peut s'améliorer jusqu'à la fin de notre vie. Donc, s'il l'a super bien fait, mais que vous vous disiez, mais pour être encore plus efficace ou pour être encore plus pertinent, tu aurais pu faire ça comme ça, vous avez quand même le droit d'y donner de la rétroaction. Voilà. Donc, comment compléter un APC en ligne? On va voir que dans le fond, 2 modes d'évaluation en ligne. Puis là, je vais enlever mon partage d'écran pour aller partager autre chose. Voilà, attendez, je ne trouve pas mon autre affaire. Voilà, donc ça devrait s'en venir. Donc, on va regarder ensemble comment faire un APC. Donc là, je suis sur mon site du Collège royal. Vous n'avez pas besoin, moi je suis membre du Collège royal, vous voyez, c'est là que je rédige mes activités, mais même les gens qui ne paient pas leur cotisation au Collège royal devraient avoir un nom d'utilisateur puis un mot de passe pour se connecter. Je ne sais pas exactement la plateforme, le look que ça a, probablement vous avez juste l'onglet CPC. Non, si vous êtes membre... Pour faire une parenthèse, moi, je me suis désaffiliée du Collège royal. J'ai utilisé mon même numéro d'adhésion de l'époque avec mon mot de passe, puis je me suis connectée automatiquement très facilement. Puis qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as juste CPC comme onglet? Oui, ça m'arrive directement vers comme le portfolio de... Parfait. Donc, pour ceux qui sont comme moi, vous allez sur le petit onglet ici marqué CPC, puis probablement que ça, c'est la page qui apparaît directement à Dr Boulanger. Là, vous voyez, bon, c'est peut-être un peu long, on va espérer que ça arrive. Pendant ce temps-là, je peux profiter, et j'espère, mon Dieu, désolé, l'ordinateur, on va essayer de rafraîchir l'écran. Pendant que je dis ça, je peux dire qu'il y a 2 façons. Les résidents peuvent nous envoyer directement aussi des APC. Donc, si jamais un résident vous envoyez, dit « Je peux-tu vous envoyer un formulaire pour les APC Dr Brunel », à ce moment-là, ils vont apparaître là-dedans. Vous allez voir le nom du résident avec l'APC qui vous demande de compléter. Si vous avez décidé, par exemple, avant une entrevue, on fait ça un APC, bon, il n'y a peut-être pas eu le temps de vous l'envoyer, à ce moment-là, vous pouvez aller la chercher vous-même. Vous allez dans l'onglet « Ajouter une observation », puis là, j'ai demandé à un de nos résidents là, si j'avais le droit d'utiliser son nom pour faire une simulation. Donc, là, vous regardez. Là, je vais m'en aller. Moi, je suis par défaut en gérontopsychiatrie. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez aller remplir des APC pour tout le monde. Donc, on va aller en psychiatrie. Et là, je vais faire, par exemple, Mohamed. Donc là, je regarde. Vous voyez, là, je trouve notre cher résident Mohamed. Et là, je vais à suivant. Là, je peux faire une évaluation de l'APC. Donc, il est, lui, dans la section APC2. Donc, je vais observer ça. Et là, je peux regarder dans ses fondements quelle partie de l'APC je veux faire. Hein, est-ce que j'évalue évaluation et diagnostic, etc. Donc, mettons que j'en compléterai un. Hein, là, problèmes médicaux, par exemple. Et là, je ne vais pas faire suivant parce que là, j'ai peur que le pauvre Mohamed se retrouve avec un APC pas complété. Mais voyez un peu comment vous allez faire ça. Donc, ce n'est pas plus sorcier que ça. Là, je voulais faire... si on va par contre ailleurs, si je refais par exemple avec mon cher Mohamed, voilà, donc en psychiatrie, et que je regarde Mohamed Mawassi,
toujours, notre cher résident. Vous voyez aussi que j'ai la section narratif. Hein? Donc, la section narratif, c'est très vague. Et c'est ce qui permet de colliger les informations, dans le fond, qui ne seraient pas en lien avec un APC directement. Moi, je pense que la question qui est revenue le plus souvent de nos patrons, c'est qu'est-ce qui arrive si un résident a un comportement non professionnel puis que ça n'a pas rapport avec un APC de son état? Bien, vous pouvez le rentrer là. T'sais, si un résident sacré une claque d'en face à un patient ou à un membre de l'équipe, bien, vous pouvez, puis vous dites, c'est épouvantable, il faut que ça apparaisse dans son évaluation, vous pouvez le marquer là. De la même façon, si vous voyez que votre résident il fait quelque chose de super bien et que ça ne fit pas dans un de vos APC, mais vous dites, mais ça mérite d'être dit parce que je trouve qu'il se démarque vraiment, bien, vous pouvez aussi le colliger dans les APC narratifs. Donc, si on utilise bien nos APC narratifs, nos évaluations narratives, en plus de nos APC, bien, on pourrait, à un moment donné, peut-être en venir à un moment où on n'aurait plus besoin de nos évaluations médicis qui, actuellement, sont un peu gardées pour être certaines de ne pas oublier là, nos comportements non professionnels ou très professionnels. Donc, on arrive au mot de la fin, je dirais. Je vais redonner un peu Je vais survoler vite la fin parce que beaucoup qui a déjà été couvert, puis on va pouvoir passer aux questions assez rapidement. En fait, le premier point, c'est juste de vous rappeler que, évidemment, comme superviseur, on vous invite à proposer les APC. Ça a été soulevé comme étant quand même un stress important des résidents de sentir qu'ils ont l'entière responsabilité de les demander. Donc, n'hésitez pas aussi à être proactifs. Par exemple, quand vous faites des nouvelles évaluations en clinique externe, ça peut être un super bon moment pour pouvoir remplir une APC. Ce deuxième point-là, Dr. Brunel l'a couvert. Et peut-être j'ajouterais, essayez de mettre dans votre routine, au début de la journée, peut-être un 2 minutes de vous asseoir avec le résident et de dire, justement, bon, on fait-tu un APC aujourd'hui? Quel APC on pourrait faire pour vraiment aussi que ça n'arrive pas à la fin de l'étape, le résident se rend compte qu'il y a plein d'APC pas faits. Vous, ça donne que c'est un mois, une semaine chargée, vous avez plein de réunions, vous êtes à moitié là, vous n'êtes pas disposé à faire une rétroaction de qualité. Donc, essayez vraiment de l'incorporer dans votre quotidien, quand ça devienne un réflexe un peu. Puis bon, c'est sûr que la littérature dit vraiment qu'il faut donner la rétroaction idéalement immédiatement après l'observation. Je pense que la plupart, on en fait déjà beaucoup, fait que c'est peut-être plus le réflexe, c'est d'ouvrir notre session sur l'ordinateur puis d'écrire en même temps. Honnêtement, ça se fait quand même assez bien, mais c'est ça, c'est de prendre un peu l'habitude de le faire. Bon, le premier point ici, Dr. Brunel l'a aussi couvert, fait que je vais peut-être aller au deuxième, qui était juste de renforcer l'idée que ce n'est pas parce que vous notez une APC comme étant entièrement confiable ou réussie que vous statuez que le résident va dorénavant être toujours autonome pour cette activité-là. Hein? On est conscient que c'est dans un contexte spécifique donné. C'est pour ça qu'il faut justement faire le plus d'APC possible pour essayer de généraliser puis voir dans différents contextes de soins. Donc, vous n'avez pas cette responsabilité-là avec une APC de statuer qui est dorénavant toujours autonome. C'est le comité de compétences qui va veiller à ça. Puis justement, un petit mot sur le comité de compétences. Donc, on comprend que ça va tranquillement remplacer notre comité de sous-évaluation de programme qui actuellement comptabilisait notamment les évaluations métis. C'est le comité de compétences qui va vraiment voir si le résident peut progresser à une autre étape de CPC à la lumière de notamment des APC récoltés. Actuellement, on a 3 représentants de notre milieu du CIUS-Nord au comité de CPC du programme, donc Dr. Thibault, Dr. Trottier-Duclos et Dr. Montigny, qui va être remplacé par Dr. Lanvin pendant le congé de maternité. Comme Dr. Mais ça va grossir, cette affaire-là. Ça va grossir. Nos résidents oui, 5, donc on va avoir besoin aussi de... Donc, bon, on va continuer de vous solliciter. On est en recrutement actif. Puis pour les évaluations métis, comme Dr. Brunel le disait, pour le moment, on les collige encore parce que, bon, on est en transition.
on veut s'assurer d'avoir une collecte de données la plus complète possible, de ne pas manquer d'aspects, notamment par exemple pour l'aspect du professionnalisme où les gens n'auraient pas le réflexe de remplir des narratifs encore. Donc, même si ce n'est plus encore une exigence formelle du Collège royal, pour le moment, vous les remplissez, mais on va réévaluer ça régulièrement pour savoir si on les maintient, parce que normalement, ça serait appelé à disparaître là, si l'implantation se déroule bien. Donc, on a terminé. En fait, on espère que vous allez embarquer là, dans la réforme de cet enseignement-là. Je pense qu'il y a des aspects super intéressants. Si on conclut, c'est que c'est vraiment qu'on passe d'un mode où on fait des évaluations sommatives qui vont faire état d'un apprentissage comme antérieur à un modèle où on veut vraiment que les évaluations soient le moteur, soient l'outil d'apprentissage, puis qu'on puisse faire des observations le plus répétées possible, de manière la plus répétée possible, puis que les résidents aient l'impression que les observations, les évaluations aient une plus faible incidence, mais qu'en même temps, ils bénéficient d'un coaching qui soit toujours ciblé. Donc, on vous invite à nous contacter si vous avez des commentaires, des questions, si vous trouvez ça difficile. Nous, on est là aussi pour faire la liaison avec le comité de programme, puis on est en ajustement constant, donc on est là pour cheminer avec vous finalement. Puis juste, on ne vous a pas montré le formulaire APC complet parce que je ne voulais pas mettre de quoi dans le dossier du résident, tu peux pouvoir l'enlever, mais ça prend, en tant que tel, le rentrer dans l'ordinateur, c'est 2 minutes, c'est pas long, c'est pas une évaluation métis que vous avez à faire à chaque fois. C'est 3-4 points à cliquer, une phrase à écrire. Donc, on espère qu'on a été capable un peu de dédramatiser tout ça pour que vous ayez... plus de facilité à embarquer. J'ai arrêté le partage d'écran pour qu'on se voit tout le monde pour voir s'il y a des questions. Alors, merci à vous deux pour l'excellente présentation. Je trouve ça le passage en CPC, c'est pas simple, alors que ça l'est au fond. Puis il faut donc avoir ça. Puis je vous dis que je me suis servi de ça en disant que dans les autres milieux aussi, on ait ce genre de présentation-là, parce que je pense que c'est essentiel que tous les patrons soient présent là-dessus. Il faut juste rappeler le dernier mot, c'est qu'il faut que tous nos patrons soient prêts à faire des APC parce que la responsabilité, même si elle est laissée aux résidents actuellement, elle est une responsabilité partagée dans le contexte d'un début de CPC. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout le monde embarque pour que ça fonctionne. C'est plate de remplir des évaluations métis en plus, on le sait, mais on a sans sorte que des évaluations qui sont des évaluations sommaires à des points précis, puis on veut continuer à avoir quelque chose en longitudinal. C'est pourquoi que tant qu'on n'a pas réussi à noter ces éléments longitudinaux-là, on doit avoir encore les évaluations dans métis. C'est plate, mais c'est comme ça. Bravo et merci à vous deux. Merci, Dr. Petit. Puis c'est un peu le but, dans le fond, je pense que quand on comprend pourquoi la CPC, on comprend la pertinence, on a plus le goût d'embarquer. Et bon, pour ceux qui ont des iPhones, c'est aussi disponible sur l'application. Pour l'instant, sur Android, ce n'est pas encore disponible. J'imagine que ça va venir pour rendre ça encore plus fluide. La responsabilité, donc, je dirais, incombe aux résidents, mais on vous demanderait de justement vous lui rappeler pour démontrer votre ouverture parce que ça peut être gênant pour un résident de le demander et de ne pas faire comme encore quand il vous le demande. Hein? L'autre chose, c'est toujours nous mettre en tête aussi qu'est-ce qui est le plus difficile. Puis moi, je pense que oui, c'est achalant de remplir les APC, mais au bout du compte, je trouve ça pas mal plus le fun de faire un petit APC avec une petite rétroaction bien ciblée sur un point à travailler qu'arriver à mi-stage ou à fin de stage puis faire une évaluation avec des insuffisants. Je suis beaucoup plus à l'aise de faire une petite rétroaction pertinente puis de travailler avec le résident sur comment on va l'aider que d'arriver à la fin du stage et de dire « je m'excuse, mais tu ne l'as pas réussi ton stage » ou au contraire et dire qu'il est bon alors que je sais qu'il n'est pas bon, mais parce que je suis gênée. Donc, tu sais, je pense qu'au bout du compte, ça va devenir une routine, mais on voulait, c'est ça, vraiment dédramatiser ça pour vous montrer à quel point, dans le fond, il faut que ça entre dans notre routine quotidienne.
Par contre, ce qu'il faut ajouter aussi, puis vous le savez toutes les deux, mais peut-être que les patrons ici ne le savent pas, c'est que la plateforme du Collège Royal n'est pas très conviviale, on s'entend dessus, là, même si on veut la rendre conviviale, le fun, fine, gentille, elle ne l'est pas pantoute. Puis qu'on va avoir bientôt à l'Université de Montréal l'obligation de rentrer les données dans Métis et non plus sur la plateforme du Collège Royal. La plateforme va être uniformisée pour l'ensemble des programmes. Comme on est un trop gros programme, on n'est pas un programme qui va le tester dans un premier temps, mais d'ici 2 ou 3 ans, on va tout rentrer dans Métis. Et donc, si je comprends bien, Dr. Pelletier, c'est Métis, l'Université de Montréal, qui va comme transférer ça au Collège Royal? Oui. Oui. Okay. Et le site du Collège Royal est plein de belles petites sections vous permettant d'obtenir des crédits de section 3 ou d'auto-apprentissage sur la CPC que vous pouvez aller faire. Ce n'est pas très long chacun. Et Studium aussi a colligé pas mal d'informations, le site Studium de l'Université de Montréal. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui est retrouvé là-bas. Parfait. Merci. Passez une excellente journée.